Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre les programmes de ITV. Il est 20h, les titres du journal. L'actualité à la une ce soir, cet accident mortel à Matam, 6 décès et 7 blessés graves. Le drame s'est produit entre Ndouloumadji et Ourossogui. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a réagi sur son compte X, ex-Twitter. Il a présenté ses condoléances et a ordonné une prise en charge des blessés. L'actualité, c'est aussi cette tragédie à Thiaroye-sur-Mer. 3 enfants retrouvés morts dans une épave de véhicule. Des parents s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants. Ils demandent à plus de responsabilités. Nous irons à Niaritali dans cette édition avec Aïssatou Kana. Inondation à Touba, plus de 300 familles affectées, des concessions abandonnées. Ces familles sinistrées appellent les autorités à la rescousse. La correspondance de Gorandaklo à suivre également dans ce journal. Et puis c'est officiel, le parc de Nyokolokoba retiré de la liste de l'UNESCO des patrimoines en péril. La nouvelle circule depuis hier, une décision qui intervient après 17 ans de combat de l'État pour sauver le plus grand parc du pays. Le sujet de la rubrique environnement, enjeu climat, signé Pape Ibrahima Ndiaye et Serigne Saliou Dem à retrouver en fin d'édition. Voilà pour les titres, le développement c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue. Élection du dauphin du bâtonnier de l'ordre des avocats du Sénégal. Maître Ali Fall succède à Maître Momodou Seck au bâtonnat du Sénégal. Il a obtenu 175 voix devant Maître Samba Biteye qui lui a obtenu 78 voix sur un scrutin de 262 votants, 9 bulletins blancs. Et puis, cet accident à l'entrée de Ndouloumadji, un véhicule transportant des passagers de Dandemayo est entré en collision avec un camion sur la route nationale numéro 2. L'accident a fait 6 morts et 14 blessés, dont 7 graves. Les corps sans vie sont acheminés au centre hospitalier de Ourossogui. La correspondance de Amadou Omar Diallo. C'est à l'entrée de la route de Ndouloumadji, à 37 km de Matam, qu'un véhicule de matricule 0421 MT transportant des passagers est entré en collision avec un camion qui venait de Ourossogui sur la route nationale 2. Le lieutenant Ignace François Ndiaye, commandant à la 54e compagnie d'incendie et de secours de Matam, dresse le bilan. Et sur les lieux, on a trouvé qu'il s'agissait d'une collision entre un camion qui venait de Ourossogui et un minicar de 18 places qui venait du sens d'Andemayo. Mais malheureusement, le minicar arrivé à l'intersection n'a pas marqué le stop et il a été heurté par le camion. Donc sur le coup, cela a occasionné 20 victimes, dont 6 corps sans vie sur le coup, 14 blessés, dont 8 légers et 6 graves. Le président des chauffeurs et transporteurs de la gare routière de Ourossogui, Mamadou Thioub, a déploré le manque de signalisation sur la route de Ndouloumadji. ñaari côté yëpp ci virage la camion bi ci virage la jóge booru Ourossogui di ñëw minicar bi ci virage la jóge booru Ndouloumadji di ñëw ki jóge booru Ndouloumadji bi ñëw nag bi ñu xoolee plus de 200 mètres gisuñu fa benn signalisation bu dul ci intersection bi rek ñu defa signalisation stop gisuñu limitation de vitesse gisuñu foofu dara benn signalisation loolu aussi ñu ngi koy déplorer di ko ñaawul tuuti encore boo ñëwee ba ci virage bi aussi ci wetu intersection bi boo gisee côté gauche fi camion bi jógee ay garab dañ faa nekk pour sa visibilité du yomb. Les 20 victimes, dont 8 blessés légers, 6 en état grave et 6 corps sans vie, sont acheminés au centre hospitalier régional de Ourossogui par les agents de sapeurs-pompiers de Matam. Suite à cet accident survenu entre Ndouloumadji et Ourossogui, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a exprimé sa profonde tristesse sur son compte X, ex-Twitter. Le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles et il dit avoir ordonné des instructions pour une prise en charge rapide des blessés. Et à la suite de la tragédie à Thiaroye-sur-Mer, 3 enfants retrouvés morts dans une épave de véhicule. Nombreux sont les parents qui s'inquiètent pour la sécurité de leurs enfants. Ils demandent aux autorités à prendre des mesures idoines pour débarrasser les rues des carcasses de voitures. Le reportage réalisé au quartier Niaritali et c'est signé Aïssatou Kana. À Niaritali, il est presque impossible de marcher sans tomber sur des épaves de véhicules, un danger potentiel pour les enfants qui jouent à proximité.
Dans cet atelier de couture, le gérant exprime son désarroi et appelle les autorités municipales à intervenir. Ils garent les épaves de véhicules n'importe où et exposent les enfants à des risques. Ces carcasses peuvent rester plus de 6 mois ici et c'est au maire de prendre des mesures. Les propriétaires de ces véhicules devraient les amener à la fourrière, s'insurge ce chauffeur et demande aux parents d'être plus vigilants face à ce problème. Les propriétaires de ces véhicules devraient les amener aux fourrières et les parents devaient être vigilants. Non, loin de là, une vendeuse de feuilles de menthe semble profondément affectée par le décès des 3 enfants retrouvés dans une épave. Préférant garder l'anonymat, cette mère de famille dénonce la négligence des parents. Comme c'est les vacances, les parents doivent amener leurs enfants à l'école coranique. Certains laissent leurs enfants sortir et finissent par les retrouver morts. C'est douloureux que les propriétaires de ces véhicules mettent au moins une bâche. À Thiaroye-sur-Mer, la découverte des corps de 3 enfants morts dans un véhicule en panne ravive le débat sur la responsabilité des propriétaires d'épaves et celle des parents, en particulier en cette période de vacances où les enfants sont plus susceptibles de jouer dans ces zones dangereuses. Aïssatou Kane, dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor, 2 enfants âgés de 9 et 3 ans ont été retrouvés sans vie dans les rizières de Boutout. Une information donnée par notre correspondant permanent dans le sud du Sénégal, Hassan Ba, et nous y reviendrons plus amplement dans nos prochaines éditions. Salaire impayé à Excaf Télécom, les ex-travailleurs du groupe réclament 27 mois d'arriérés. Lors d'une conférence de presse, ils ont dénoncé les licenciements abusifs et le non-respect des droits des travailleurs. Face à cette situation, ces travailleurs interpellent les autorités et comptent saisir l'OFNAC sur la gestion des fonds de la TNT par Excaf Télécom. Mamadou Dian a assisté à la conférence de presse. Des dizaines d'agents licenciés du groupe Excaf Télécom il y a plus de 2 ans déterrent la hache de guerre contre la direction générale de l'entreprise, notamment Sidi Diagne, pour 27 mois d'arriérés de salaire. Des licenciements illégitimes, fallacieux et qui violent le code du travail. La direction n'a même pas avancé de motifs qui justifient ces licenciements massifs des travailleurs du groupe Excaf Télécom. Des arriérés de salaire qui étaient estimés à 27 mois d'arriérés de salaire pour certains. En tête de liste de ces licenciements, les chefs de file du syndicat sans aucun motif valable. Selon eux, Excaf refuse de payer les salaires et propose ce qu'ils appellent des paiements en nature. Alors, le directeur Sidi Diagne, il s'appelle, pour masquer sa mauvaise foi, le Sidi Diagne n'avait trouvé mieux que de proposer aux agents, au temps où ils étaient là-bas, des paiements en nature. Je vous explique. Excaf Télécom avait gagné le marché de la TNT. Et Excaf propose des décodeurs aux agents en contrepartie de leur salaire. Tout le monde sait que c'est puni par la loi et c'est une violation vraiment du code du travail interdit par les lois sénégalaises. C'est ce que Excaf Télécom avait procédé et avait mis les agents dans des situations de précarité extrême pour les pousser à accepter cela. Et c'est que les gens ont refusé. Et aujourd'hui, on est là pour réclamer ces arriérés de salaire parce qu'on considère que ces décodeurs qu'ils avaient proposés ne sont pas des salaires. L'installation des nouvelles autorités du pays avec leur concept Djoub Djoubal Djoubanti suscite l'espoir chez ces ex-travailleurs du groupe Excaf pour la diligence de ce dossier. Ces travailleurs dénoncent également des ponctions d'impôts sur les salaires de la part de la direction générale, jamais reversées d'après eux. Ils interpellent le gouvernement. Voilà une direction pendant plus de 10 ans refuse catégoriquement de verser nos cotisations sociales à l'IPRES, à la Caisse de sécurité sociale
et effectuent des prélèvements sur les impôts, sur nos salaires, qu'ils ne versent pas à qui de droit, à l'État du Sénégal. Ces pratiques, nous le considérons comme du détournement des deniers publics. Donc aujourd'hui, l'État du Sénégal doit entendre Sidi Diagne à ce qu'il justifie où est-ce qu'il a mis cet argent qu'il a ponctionné sur le salaire des travailleurs. Ces ex-travailleurs du groupe Excaf Télécom comptent par ailleurs saisir l'OFNAC pour audit de la gestion de Excaf sur les fonds issus de la TNT. 27 mois d'arriérés de salaire, une information balayée d'un revers de main par le directeur des ressources humaines. Selon Moussa Diagne, les licenciements sont le fruit d'accords entre la direction générale de Excaf Télécom et les travailleurs. Le voici au téléphone de Mamadou Diagne. Au mois de juin 2023, ils ont signé des protocoles d'accord et chacun a perçu l'ensemble des arriérés de salaire et de congés dus. Et mieux, on a fait des protocoles d'accord de séparation à l'amiable. Ils n'ont pas été satisfaits 3 mois après avoir étudié donc cet argent-là. Ils ont attaqué Excaf Télécom devant le tribunal du travail de Pikine. Et le juge d'instance au niveau du tribunal du travail les a déboutés de leur demande du fait qu'ils ont déjà signé des protocoles d'accord et ils ont perçu cet argent. Ils n'ont qu'à montrer un seul travailleur à qui Excaf Télécom doit 27 mois de salaire. Et s'ils nous disent le non, nous sommes prêts de démontrer le contraire, que cette personne a déjà perçu son salaire ou l'ensemble de ses salaires. Aujourd'hui, la direction des impôts est en train de faire le tour de toutes les entreprises de presse. Pourquoi soulever ce problème dans une conférence de presse? Ces entreprises de presse ont reçu aujourd'hui des injonctions à payer. Nous, ce que nous pouvons reconnaître aujourd'hui, Excaf Télécom ne s'en cache pas, c'est que pendant cette période de difficulté, effectivement, les reversements sociaux n'ont pas été effectués et on est en train de trouver des solutions avec l'IPRES et la caisse sociale pour trouver une solution à l'amiable. Et pour retourner maintenant tous les versements, toutes les fonctions de salaire qui ont été effectuées sur le plan IPRES et caisse sociale et les reverser à ces institutions. Je ne vais pas citer de nom parce que je ne connais pas ce qui était à cette conférence de presse, mais si on peut me dire une seule personne, je dirais que cette personne a déjà perçu son salaire. Et je peux vous rapporter la preuve matérielle signée par les deux parties, et Excaf et les travailleurs. Et puis ce communiqué du ministère de la Communication, des Télécommunications et du numérique pour les entreprises de presse écrite, il a été noté que sur 51 quotidiens hebdomadaires et mensuels de la presse classique et 17 de celles digitales, une absence parfois de déclaration de parution et un non-respect du dépôt légal en violation des articles 80 et 82 de la loi 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse. Par conséquent, il est demandé à tout éditeur de presse écrite ou digitale de se conformer à la réglementation en vigueur au plus tard le 29 juillet 2024 sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues par la loi pour les entreprises audiovisuelles concernant les éditeurs et distributeurs. L'article 94 du Code de la presse stipule que l'exercice de toute activité d'édition, de distribution et de diffusion de services de communication audiovisuelle, quelle que soit la technique utilisée, est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministère chargé de la communication après avis conforme de l'organe de régulation dans les conditions définies par le Code. Il est donc demandé à toutes les entreprises audiovisuelles ayant déjà signé une convention et un cahier de charge avec le CNRA de se rapprocher du ministère en charge de la communication en vue de la délivrance d'une licence conformément à la loi. Communiqué, je rappelle, signé le ministère de la Communication, des Télécommunications et du numérique. La délégation à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, la DER-FJ, a octroyé 47 milliards de francs CFA à 163 000 bénéficiaires après 4 années d'exercice. Un financement à travers le nanocrédit, un produit financier de proximité qui accompagne les femmes et les jeunes à l'occasion de la rencontre avec les bénéficiaires. La déléguée générale de la DER-FJ a insisté sur un point qui est le remboursement des financements. Je vous propose de suivre Aïdem Boucha. Le nanocrédit est donc une réponse simple et rapide, efficace à la problématique de l'inclusion financière des couches les plus vulnérables. C'est un produit
qu'on construit avec les fédérations de femmes et de jeunes visant à éliminer les barrières à l'accès au financement. Après 4 années d'exercice, les résultats sont impressionnants. 77 points ouverts à travers tout le pays. 528 fédérations, 21 fédérations agréées, 46 faîtières départementales mises en place et 163 000 bénéficiaires pour un volume de financement de 47 milliards de francs CFA. Une étude d'évaluation réalisée en novembre 2023 a également démontré les impacts positifs significatifs sur vos cibles. À cet effet, je tiens à vous féliciter, chers faîtières, et à vous remercier chaleureusement pour ces résultats exceptionnels que la DER/FJ n'aurait jamais pu atteindre seule. Cependant, ces succès ne doivent pas occulter la dégradation récente du portefeuille, avec des milliards à recouvrer. Des milliards à recouvrer. Vous comprendrez donc pourquoi je souhaite insister sur ce point primordial pour assurer la pérennité du nano. Mon ambition est de vous accompagner dans la dynamisation de vos activités, en renforçant les points nano-crédit et en permettant l'adhésion d'autres fédérations donc pour élargir. Aujourd'hui, plus que jamais, la DER/FJ s'engage à vos côtés pour réaliser les rêves de milliers de femmes et de jeunes. C'est possible ensemble. Adam Bouch, délégué général de la DER/FJ. Et puis, hivernage 2024, inondation à Touba. Selon les premières estimations, plus de 300 familles sont affectées. Elles ont abandonné les concessions. Les sinistrés ont montré leur désarroi et sollicitent le soutien de l'État du Sénégal à moins d'un mois du Grand Magal de Touba. Touba, la correspondance de Gorandak Loha. Plus de 300 familles ont déjà abandonné leur maison depuis la tombée des premières pluies à Touba, malgré les promesses tenues par les nouvelles autorités. Une situation qui inquiète bon nombre de sinistrés rencontrés à Touba et au Darou Rahman. Depuis 4 ans, nous vivons dans ces conditions dérisoires. Déjà, plus de 250 familles ont quitté leur maison. Les murs s'effondrent et il y a même des fosses septiques remplies d'eau, ce qui n'est pas du tout rassurant. Parmi ces sinistrés, certains d'entre eux n'ont plus où passer la nuit. Certaines familles sont parties d'ici, ce qui est vraiment triste. Nous n'avons plus de leurs nouvelles. Ainsi, ils sollicitent l'aide des autorités administratives et religieuses de la ville sainte. Le Grand Magal approche à grands pas et nous n'avons pas où aller, ce qui fait que nous restons ici. Nous allons passer le Magal sans hôte, ce qui ne fait pas du tout notre fierté. Nous demandons donc de l'aide aux autorités. À 29 jours du Grand Magal de Touba, certains quartiers de la Cité Sainte restent quasi inaccessibles et d'autres disparaissent même de la cartographie après les fortes pluies enregistrées hier. Gorandaklo, dans le cadre du PALM, programme d'assainissement liquide municipal, les travaux ont été lancés dans le département de Rufisque pour une durée de 5 ans. Le coût global du programme est estimé à plus de 6 milliards de francs CFA. À noter que ce programme, le PALM, sera consacré au réseau secondaire d'assainissement. On fait le point avec Babacar Sek. Le programme d'assainissement liquide municipal PALM, initié par la ville de Rufisque, entre dans sa phase de mise en œuvre. Dans les communes de l'Est, de l'Ouest et du Nord, les chantiers inachevés des canaux sont la priorité. Nous sommes allés sur ce canal central dont je parlais tantôt, sur la partie qui n'est pas achevée, sur l'exutoire qui n'est pas bon et qui fait que les eaux continuent à s'étaler pour dire que nous allons travailler sur l'exutoire. La ville, par ses moyens, par ses ressources propres, à chercher une entreprise pour travailler sur l'exutoire. Parce que la buse qui est là-bas, tout le monde le sait, elle n'est pas opérationnelle. Reprendre les parois,
pour convoyer les eaux vers l'exutoire. Ça, on est dans du drainage. Et tout le monde sait qu'en assainissement, quand tu vas vers de l'amont à l'aval, les conduites en aval doivent être beaucoup plus grandes parce que c'est elles qui accueillent et surtout qu'il y a beaucoup de raccordements qui sont prévus. Donc c'était essentiel que la ville prenne sur ses moyens pour reprendre cette conduite de Rukoutougou. Je pense que c'est au total 600 mètres linéaires, dont 380 et quelques sur la conduite principale, mais ils ont prévu aussi 2 autres antennes. Le plaidoyer à l'endroit de l'État pour la prise en charge des problèmes d'assainissement de Rufisque est un volet important du programme PALM. Parce que l'assainissement dans lequel nous nous sommes engouffrés est censé être une compétence de l'État. Mais c'est une problématique que vivent les populations depuis plus de 50 ans. Donc on s'est arrogé cette compétence. Mais nous demeurons lucides sur nos capacités à adresser des ouvrages structurants. Parce qu'un canal qui coûte 5 milliards, 6 milliards, ce n'est pas la ville qui va le construire. Donc, le volet plaidoyer est important. C'est le plaidoyer qui nous permettra de faire face, d'attirer de quelque manière que ce soit l'attention de l'État sur des ouvrages qui ne sont pas terminés et sur des ouvrages qui doivent être faits. Un appel a été aussi lancé à l'État pour l'achèvement du programme d'assainissement des 10 villes qui est complètement à l'arrêt à Rufisque depuis plusieurs années. Babacar Seck, atelier de validation du plan d'action quinquennal de la gestion intégrée des zones côtières au Sénégal, un plan d'action soutenu par le projet d'investissement régional pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest, WACA, selon le conseiller technique du ministère de l'Environnement. La réaction de Sana Diop, ici au micro d'Elisabeth Tine. Là, on a cet atelier d'aujourd'hui qui est l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui nous permettent de un peu réviser le plan d'action quinquennal qu'on a élaboré à l'issue de tous ces travaux-là. On connaît déjà toute la problématique qui est liée à la gestion du littoral ici au Sénégal et dans la sous-région et dans le monde, et qu'on a pu bénéficier du soutien technique et financier de plusieurs partenaires de longue date du Sénégal. Je voudrais parler de la Banque mondiale, du Fonds nordique, de l'AFD, de l'Union européenne. Et tous ces acteurs se sont concertés, ont mis en place ce projet assez structurant qu'on appelle le projet WACA, et qui permettent de faire des actions concrètes de renforcement du littoral, mais aussi d'élaborer ces outils stratégiques-là qui nous permettent à l'issue de pouvoir faire des actions de protection et de renforcement aussi. Une note de justice, le délibéré du procès opposant les anciens ministres Mansour Faye et Aminata Touré est fixé au 8 août prochain. Pour rappel, Mansour Faye avait attrait Aminata Touré devant le tribunal de Dakar pour le délit de diffamation et c'est suite à une publication sur les réseaux sociaux de la prévenue relative à sa gestion des fonds force Covid-19. La réaction de Aminata Touré que voici au micro de nos confrères de Dakar Actu. À l'envers, que Mansour Faye porte plainte contre moi pour diffamation, puisque j'ai dit qu'il y avait eu un carnage financier autorisé par son beau-frère Macky Sall, puisque c'est lui qui a levé toutes les lois, toutes les contraintes concernant la concurrence des prix, le contrôle, et ça a ouvert la voie à, disons, ce que j'ai qualifié comme carnage financier. Je veux faire savoir aux Sénégalais que le rapport de la Cour des comptes a clairement indiqué, la Cour des comptes, c'est l'organe de contrôle par essence de nos fonds publics. C'est un organe extrêmement sérieux, je les ai cités. Ils ont dit qu'il y a 20 milliards qui n'ont rien à voir avec la Covid. Le mot carnage a été parce qu'ils veulent jouer avec les mots. Mais vous pensez que, et ça c'est dans le rapport, au lieu d'acheter la tonne de riz à l'époque à 120 000, on l'a acheté à 145 000. La Cour des comptes a dit qu'il y a eu une surfacturation de 2 749 millions. 2 749 millions. On joue sur les mots et ils ont demandé que le DAGE soit traduit. Le dossier est là, dehors, ici au tribunal. Ce dossier doit être réactivé. Le DAGE lui-même, et ça c'est indiqué dans le rapport de la Cour des comptes, a dit que c'est son ministre Mansour Faye qui est venu avec un tableau des prix et qui lui a dit d'acheter à 145 000.
Enjeu climat, c'est officiel, la nouvelle est tombée hier. Nyokolokoba retiré de la liste de l'UNESCO des patrimoines en péril, une décision qui intervient après 17 ans de combat pour sauver le plus grand parc du pays. Au-delà du gouvernement, il y a l'apport des initiatives privées. C'est le cas de l'écotourisme au cœur du site et qui participe à sa préservation et à sa valorisation. Enjeu climat signé Papa Ibrahima Ndiaye et Serigne Saliou Dama. Se fondre dans un paysage écologique sans chercher à dompter la nature, mais surtout être capable de l'observer sans la perturber. En hauteur le bec et les pattes, ou de plus près, l'objectif est le même, montrer aux animaux que c'est eux qui nous accueillent sur leur territoire et non l'inverse. 40 secondes après, se sont rallumés, après, ils n'avaient pas bougé. Pour lui, c'est la lune, c'est... Par contre, une lampe qui bouge, ça, ils ont vite peur. C'est tout cela qui forge l'esprit de Nyokolodje, un esprit au cœur de l'écotourisme. Parce qu'il faudra faire la différence entre un hôtel, un campement et un lodge. Un lodge, c'est en général un établissement hôtelier que l'on retrouve en pleine nature et qui a l'esprit de pouvoir préserver l'environnement où qu'il soit. Donc vous avez vu qu'on a essayé de nous insérer directement dans la nature sans trop choquer la nature et sans trop faire bouger les animaux. Parce que nous sommes venus dans leur environnement, c'était à nous de nous adapter. Et quand on parle de lodge d'écotourisme, c'est de pouvoir adapter le tourisme, l'hôtellerie, à l'intérieur d'un parc national ou à l'intérieur d'une réserve. Un autre facteur important à prendre en compte, c'est investir sans travestir. Parce qu'il y aura beaucoup de sacrifices à faire. On sortira des voitures à diesel et autres pour aller à des voitures électriques. Si tu veux faire une balade dans le fleuve, il faudra penser ne pas prendre un moteur diesel, prendre un moteur électrique. Donc les dépenses sont beaucoup plus grandes, mais on arrive à avoir ce que l'on veut, c'est-à-dire la préservation de la nature. Et les gens viennent dans cet esprit-là et ils nous accompagnent par rapport à cela. Mais comme toute activité, tout secteur, l'écotourisme n'échappe pas au principe de responsabilité sociétale des entreprises. Et pour Nyokolodje, c'est entre ouverture de pistes, construction de miradors, entre autres actions. Et ici, sur la mare d'Oudassy, on a entrepris de défricher 4-5 hectares d'une plante très invasive qui tue la biodiversité et la structure de la mare, qui est le Mimosa pigra. Donc après avoir tout nettoyé, raclé, l'eau a pu remonter, etc. Et on a un magnifique biotope qui se recrée. Chaque fois qu'on crée une mare humide, la biodiversité y gagne fantastiquement. Faire de l'écotourisme, c'est accepter de sortir de sa zone de confort, rythmée notamment par les pollutions numériques. Comme nous l'avons expliqué, donc il y a un rognier de plus de 30 mètres. Donc on a mis un petit sac, un téléphone. Donc il arrive à capter le signal à partir d'un village qui s'appelle Dialokoto, qui est à plus de 30 km d'ici. Un procédé sans doute fastidieux pour être connecté mais utile de temps en temps avec l'autre monde. Oui, parce que dans l'écotourisme, il faut être capable de résister au Wi-Fi et au réseau téléphonique. Tu te retrouves sans connexion, tu te retrouves sans lumière, tu te retrouves sans eau, mais c'est une question d'une journée, 2 journées. Après, on se réadapte et on fait. Le parc de Nyokolokoba retiré de la liste de l'UNESCO des patrimoines en péril, enjeu climat, signé Papa Ibrahima Ndiaye et Serigne Saliou Dema. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.